Chers amis, bonjour. Nous sommes juste avant les dates de 2 anniversaires importants. On pourrait dire que l'un de ces anniversaires est agréable, il est encourageant. Il s'agit du référendum de 2015 où le peuple grec a choisi de dire non au mémorandum et, en fait, a choisi de dire non au risque de sortir de l'euro, de faire sortir le pays de l'Union européenne et de suivre une trajectoire complètement différente. Le deuxième anniversaire est un anniversaire sombre. C'est l'anniversaire qui est devenu juste après. C'est l'anniversaire du vote du troisième mémorandum et, en substance, l'annulation de la décision du peuple grec qui avait été prise à peine une semaine auparavant. Nous avons avec nous Nikos Bali. Bonjour, Je te salue à nouveau, Nikos. bonne semaine. Merci à toi aussi. Qui était membre de Syriza? Tu l'étais depuis 2009, Nikos, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Membre de Syriza, tu as vécu toute cette histoire, tu l'as vécu de près et de l'intérieur. Donc tu peux nous en dire des choses. Même si de nombreuses années ont passé, officiellement les mémorandums ont quitté la Grèce, mais nous savons tous qu'ils sont encore là. Les mémorandums sont toujours là. Les mémorandums, C'est une histoire qui continue. depuis très longtemps. Et puisque ici, dans cette émission, nous parlons de colonies qui sont loin, aujourd'hui, nous allons parler de ce moment, de ces événements. Ces deux événements qui, en réalité, ont scellé la Grèce en tant que colonie. En tant que colonie de la En dette, tant que colonie de la dette, bien sûr. évidemment. Alors, Antonis, je te salue aussi. Bonjour Costas. Alors, Nikos, je passe sans tarder à toi. Je te laisse nous raconter les choses telles que tu les as vécues et comprises. Pour cette époque-là, nous parlons maintenant de 2015. Si tu veux, tu peux aussi faire un retour en arrière pour Syriza. Un retour en arrière est nécessaire parce que Oui, oui, il y a une impression, du moins chez certains, que tout cela s'est passé, disons, au cours des 4 derniers mois de 2014 et du premier semestre de 2015. Ce n'est pas correct, n'est-ce pas? D'un point de vue de rigueur historique, ce n'est pas exact et il y a toute une série d'étapes qui expliquent comment nous en sommes arrivés, disons, au référendum de 2015 et au troisième mémorandum de 2015. N'est-ce pas? Donc, reprenons un peu depuis le début et disons la chose suivante. Alors, professionnellement, pendant une grande partie de ma vie, j'ai travaillé dans le secteur financier, dans une banque, une grande banque. J'étais aussi syndicaliste. J'étais un syndicaliste actif et à un certain moment, avec tout ce qui se passait, parce qu'à partir de 2002 environ, avait commencé le démantèlement des relations de travail qui étaient parmi les plus réglementées. Une sorte d'aristocratie ouvrière. C'est ainsi que j'aimais les appeler, que cela me plaise ou non. Nous avions de bons droits, les choses étaient assez bien réglementées et, en fin de compte, tu pouvais avoir un salaire décent et correct à partir d'un certain moment, disons après 10 ans. Eh bien, toutes ces choses-là, à partir de 2002 et après, avec la grande expansion du secteur financier en Grèce, ont commencé à se défaire. C'est cela qui m'a poussé à devenir actif syndicalement. Je me suis inscrit au syndicat, je travaillais sans jamais quitter mon emploi, je n'ai pas eu d'accès. Je travaillais en parallèle et en même temps, je faisais le travail que je devais faire. À un certain moment, donc, je me rends compte que si je n'entre pas dans ce qu'on appelle la scène politique centrale, dans un parti ou une formation politique, je ne peux pas agir ou influencer des décisions qui ne me plaisent pas, ni faire des propositions qui pourraient éventuellement être mises en œuvre, n'est-ce pas? Un peu tout cela en somme. À cause des connaissances, des amitiés, il y a toujours le facteur social dans tout cela. Certaines personnes avec qui j'avais des affinités, avec qui nous étions ensemble dans le syndicat, me disent « Nous sommes là-bas, comment vois-tu les choses ?» Je les vois, disons que moi aussi j'ai une tendance de gauche, jusqu'à un certain point dans ma vision politique, et d'ailleurs, ici, cela a son importance à partir de maintenant, pas farouchement anti-européen comme je le suis aujourd'hui. Le fait que j'étais un europhile prudent et que je suis devenu aujourd'hui un anti-européen farouche, un eurosceptique, comme on dit, c'est précisément dû à l'expérience que j'ai eue au sein de Syriza. Et tout cela, c'est-à-dire, tu étais simplement anti-mémorandum, c'est ça?
J'étais anti-mémorandum, c'est-à-dire, et même au point de me dire, bon, l'euro en tant que monnaie pourrait aussi, il faudrait juste quelques changements. Ce que disait Tsipras, pourquoi Tsipras? Tsipras disait: «Dedans, mais sans mémorandum, dans l'Union européenne, dans l'euro, mais sans mémorandum», et il a été très sage de dire cela. Tsipras en tant que, c'est-à-dire, nous allons en parler un peu plus loin, car il est important d'analyser aussi brièvement ce qu'était Syriza, très brièvement bien sûr, car ce n'est pas le sujet principal de notre discussion. Disons qu'une partie de Syriza respectable disait, d'accord, regardons aussi l'Europe, voyons aussi l'euro, voyons comment nous allons aborder tout cela. Une autre partie de Syriza était dans l'opposition, maintenant pour de nombreuses raisons et diverses. Parce que moi, même si j'étais, disons, un européiste avec des réserves, j'ai fini par rejoindre, disons, la partie anti-européenne de Syriza. C'est un de ces rebondissements que la vie réserve. Ce n'est pas si important. Au final, j'ai fini par être d'accord avec lui et en même temps pas d'accord avec lui, à être même plus tranchant que ne l'ont finalement été les gens dans leurs actes. Donc, comme tu l'as mentionné plus tôt, moi, je suis entré officiellement au Syriza, c'est-à-dire que je me suis inscrit comme membre en 2009. Les événements liés à Grigoropoulos ainsi que beaucoup d'autres choses ont un peu contribué à cela et en tout cas, j'ai fini par rejoindre l'organisation du secteur financier. Ici, il est important de comprendre un peu, c'est important de le préciser. Les organisations de base de Syriza, c'est-à-dire ce que nous appelons la base populaire du parti, étaient structurées autour de deux axes principaux. Le lieu de résidence et le lieu de travail, c'est-à-dire ta qualité de travailleur. Autrement dit, des organisations sectorielles et des organisations de quartier. J'ai choisi, parce que cela m'intéressait beaucoup personnellement et parce que c'était aussi en raison de ma qualité de membre syndical, le secteur sectoriel, qui était précisément celui de la finance, et c'était l'un des plus cruciaux et importants au sein de Syriza en tant que fonctionnement du parti, pour déterminer dans quelle direction les choses allaient évoluer. N'est-ce pas? Parce que c'est à nous que parvenaient les propositions. Nous faisions remonter des propositions vers le haut, des validations, des refus, des décisions et tout ce qui génère de la politique dans un parti. N'est-ce pas? La politique naît d'un dialogue entre la direction et la base du parti, la base active du parti. C'est exact. Mais ce processus produit, lorsqu'il produit, de la politique. La proposition passe ensuite par un traitement des aspects techniques et tout ce processus qui aboutit finalement à une proposition d'un organisme politique à la société. Votez pour nous pour cette raison, voici ce que nous voulons faire. C'est exact. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Bon, pour ne pas trop m'étendre, ici je vais raconter une anecdote. D'une certaine manière, j'ai vécu, c'était l'un des moments heureux de ma vie. J'ai donc vécu comment s'est opérée la transformation de la perception du public en faveur de Syriza. C'est-à-dire, je m'explique, jusqu'à, disons, environ la mi-2011, après le mouvement des indignés, quand les indignés se sont dispersés. En général, à cette époque, mes collègues à la banque, même si j'étais syndicaliste et que j'aidais aussi bien le personnel, que j'étais opposé et en conflit avec la direction, politiquement, j'étais un peu la blague du jour, comme on dit, les gens étaient globalement divisés en deux factions politiques, celle de la Nouvelle Démocratie, celle du PASOK, et une partie beaucoup plus petite du KKE. Quand les indignés se sont dispersés à cause de la répression, quelque part vers le milieu ou la fin de l'automne, je ne me souviens plus exactement. Il s'était passé quelque chose, mais je ne suis pas en mesure de m'en souvenir. Ils commencent à exploser. Un exemple concret, en une seule journée, plusieurs collègues commencent à me solliciter et me demandent quelle est la position de Syriza sur tel sujet. Quelle est la position de Syriza sur tel autre sujet? Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Soudainement, qu'est-ce qu'ils veulent de ma vie? Alors, un collègue syndicaliste se lève et je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il me répond, il me dit, il se passe quelque chose. Ils ont commencé à venir me poser des questions au lieu que ce soit moi qui doive leur courir après. Et soudain, on sent qu'il y a un courant en faveur de Syriza, à l'automne 2011. À partir de là, le gouvernement Samaras ne tient plus du tout et il commence à nous poser des questions et nous transmettons cela au Syriza, à l'intérieur du parti. Vraiment, les gars, il se passe quelque chose ici, quelque chose change, il se passe quelque chose. On passe en première division. On passe en première division. On monte de catégorie. C'était vraiment comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. À ce point-là, c'est comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas arrivé progressivement.
Un jour, personne ne s'occupait de nous et le lendemain, ils ont commencé à s'intéresser à nous. Donc à partir de là, on commence à réfléchir à ce qu'on va faire et on arrive aux premières élections de 2012 où il y a eu un double scrutin. En général, il y avait de la solidarité à la base, il y avait des processus militants, il y avait une sanctification envers la société et tout cela paraissait très prometteur. C'est-à-dire qu'il y avait une fermentation, une bonne interaction entre le parti et la société et les réseaux de solidarité ont été mis en place. Il y avait une action militante, mais pas une action militante aveugle, aucune action militante révolutionnaire. Des choses se faisaient, y compris le rétablissement de l'électricité pour ceux qui n'avaient plus de courant. Beaucoup de petites choses. Pour faire court, nous fonçons à toute allure vers les premières élections de 2012, et c'est là que je me prends personnellement la première claque en pleine figure. Entre les premières et les deuxièmes élections de 2012, j'ai l'impression qu'on me retire le tapis sous les pieds. On commence à entendre des déclarations dénuées de sens. L'une des plus emblématiques était celle de Papadimoulis. Nous allons vous assommer avec la légalité. Ce qui a été interprété. Opa, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette absurdité que nous sort Pitis? Papadimoulis, qui appartient à la tendance la plus centre-droite, disons-le ainsi, pour situer la géographie partisane, à la tendance la plus à droite de Syriza. Mais quand même, non, l'aile droite. Mais tu ne t'attends pas à entendre un truc pareil. Tu t'attends à tout donner, à tout miser, au cas où tu pourrais, pour accéder au gouvernement. Accéder au gouvernement depuis 2012, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au moins, beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on voulait. Les secouer avec la légalité, c'est quand même une déclaration un peu policière. Pas seulement ça, c'est que, ici, quelle légalité? La légalité est partie en balade. Eh bien, en Europe aussi, elle est partie en balade. Beaucoup de choses sont parties en balade. C'est comme si tu disais encore que tout le problème du pays, c'est la corruption et que ça se résout avec une meilleure gestion, quelque chose comme ça. La déclaration, cet homme, pour le dire ainsi, a essayé coûte que coûte de remettre au goût du jour une phrase historique d'Ilias Iliou, qui avait été prononcée à une autre époque et pour d'autres raisons. Elle a été prononcée en 1960. La situation d'alors n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. En réalité, c'était un message adressé à tout le monde pour dire qu'il fallait freiner. C'est ce que j'interprète a posteriori, d'accord? À ce moment-là, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans ce que tu lis, mais tu n'as pas tous les éléments. Tu n'as pas compris exactement ce qui se passe. Ça peut être une erreur, ça peut être un raté, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une manœuvre, ça peut être quelque chose que j'ignore. Et dans l'enthousiasme de voir l'équipe progresser, d'avancer, tout cela est mis de côté. Et soudain, toute cette interaction, cette dynamique, en fait, fonctionnait à tous les niveaux. Elle opérait aussi bien au niveau élevé de la politique centrale qu'au niveau local de la solidarité concrète dans le quartier. Et là, d'un coup, paf, tu tires le frein à main, disons, et soudain, la voiture fait un tête-à-queue, pour le dire avec un peu d'humour. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Et bien sûr, nous n'arrivons pas premiers aux élections. Les gens le sentent, ils le perçoivent, et nous sortons, nous devenons l'opposition officielle. Ça ne m'a pas plu. Et encore une fois, on ne peut jamais savoir exactement ce que cela signifie. C'est, disons, un peu d'histoire préalable. À partir de là, nous allons devenir un peu plus analytiques. Puis-je te poser une question, Nikos? Lors de ces élections, Syriza a été appelé à former un gouvernement de coalition, n'est-ce pas? Oui. Avec le PASOK et... Bien sûr, nous avons hurlé. Oui, oui, nous avons hurlé. Vous avez hurlé? Pour que cela n'arrive pas. Pour que cela n'arrive pas, ça ne s'est pas fait. Finalement, le PASOK est venu vers nous. Finalement, c'est le PASOK qui est venu vers nous. Cette organisation est venue un courant pour le PASOK et nous sommes arrivés en 2015 avec le nouveau PASOK. Là où nous hurlions pour ne pas y aller, avec qui allions-nous le faire? Quelle coalition allait-il former? Finalement, nous les avons recrutés par transfert. Au final, c'est nous qui sommes devenus le PASOK et tout s'est calmé. Bon, maintenant je vais entrer un peu plus dans les détails parce que c'est important. Tout cela, disons, a suscité une certaine réflexion, aussi bien chez moi que chez pas mal de gens. Quoi qu'il en soit, on se dit d'accord, on se bouge un peu pour commencer à produire des choses, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer, n'est-ce pas? On voyait arriver le PSI ensuite, en 2012 déjà, et c'est-à-dire que là, on a perdu la dernière occasion de s'échapper de tous ces mémorandums avec seulement quelques égratignures et écorchures.
Excuse-moi. Puis-je poser une petite question sans que tu perdes le fil de ta pensée? Vite, vite. Non, non, ça va. Tu as dit avant que nous avons crié pour que cela n'arrive pas, pour qu'il n'y ait pas de gouvernement de coalition. Donc, cela veut dire qu'il y en avait certains, Tsipras par exemple, qui était le chef à l'époque, qui voulaient qu'il y ait une coalition. Il voulait finalement aller vers ça. Pour être honnête, non, rien de tel n'a été apparent. Ah d'accord, très bien. Mais il y avait cependant à droite, comme Papadimouli, des cadres qui, en interne, si on regarde au sein du parti, En effet, oui. mais en général, cela ne s'était pas manifesté. Je ne veux pas être injuste. Il n'était pas apparu qu'il y avait une... D'accord. La discussion a donc été interrompue. Du moins, je ne sais pas si cela a été discuté dans des cercles très fermés. Non, non, ce qui m'intéressait le plus, c'était Tsipras, c'est-à-dire ce que disaient les hauts responsables. Autant que je me souvienne, non. D'accord, très bien. Cela n'a pas été discuté, ou en tout cas, il ne semblait pas que ce soit discuté sérieusement. D'accord? À propos du... Pardon, puis-je aussi poser une question? Si tu peux répondre rapidement sans perdre le fil. Quelle a été la position de Syriza sur le PSI et comment l'as-tu interprété? Ils l'ont bien sûr condamné. D'accord? Que pouvais-tu faire d'autre? Oui. Simplement? Oui, mais comment l'as-tu interprété? Non, non, non. Le PSI était, avant le PSI, c'était, disons, la dernière possibilité pour le pays. Ah, là, je fais un rappel de mémoire. Pouvoir déclarer, tirer un peu sur la corde, pour ainsi dire, alléger un peu la situation au niveau de la dette nationale, sans subir de trop gros dégâts. On aurait eu des égratignures et des écorchures, il y aurait peut-être eu des difficultés, un voyage, mais les choses étaient encore, pour le dire très simplement. Si je me souviens bien, parce qu'ici je peux me tromper. Je te demande parce que tu étais syndicaliste? Oui, 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 si je me souviens bien. Et c'est directement lié aux caisses, au fond, c'est-à-dire à ce qui intéresserait un syndicaliste. Le transfert de la dette privée a été achevé, c'est-à-dire que la Grèce devait, en tant que débiteur privé, aux banques franco-allemandes. Le tout début de cette histoire a été initié par les gouvernements du PASOK, qui ont transformé les banques franco-allemandes, principalement, se sont déchargés de la dette. Si nous pouvions tirer avec une arme à feu là-bas, nous ne serions pratiquement pas blessés. De toute façon, oui, le PSI arrive. On met la main sur toutes les réserves disponibles dans les caisses du pays. On les bloque. C'est là que les choses commencent à se compliquer et qu'on se retrouve, comme on dit, sans un sou en poche. C'est l'aboutissement d'une situation, je vous le dis très brièvement. Ce n'est pas si simple et il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, Syriza faisait de l'opposition. Mais le problème n'est pas là. Le problème commence ailleurs. Nous comprenons tous, d'une manière ou d'une autre, qu'il est de notoriété publique que le gouvernement ne va pas s'en sortir. Le gouvernement tripartite, n'est-ce pas? Nouvelle démocratie, PASOK et gauche démocratique, cela ne tiendra pas. Il va aller de gifle en gifle parce que ces choses-là, le deuxième mémorandum était très dur. Peut-être que le mémorandum en comparaison et le troisième mémorandum était l'aboutissement du deuxième. Le mémorandum, pour le dire très simplement, c'était le deuxième qui a été voté avec le gouvernement tripartite. Donc, ce que je veux dire, c'est que pendant ces 2 années, de 2012 à 2014, à la veille des élections de 2015, c'est que Syriza aurait dû préparer certains plans, élaborer quelques hypothèses de travail sur ce que nous allions faire au niveau financier, en toute logique. Et c'est là que commence à s'ouvrir mon histoire. Oui, quelle est-elle? Que je le dis très franchement et je vais aussi dire le nom. Le groupe dirigeant, ou plutôt, pardon, le vice-président du parti, si je me souviens bien, je peux me tromper ici, il a certainement été vice-président du gouvernement Syriza lorsqu'il a gouverné. C'était Giannos Dragasakis. C'est quelqu'un de très compétent avec beaucoup d'économistes, si je ne me trompe pas. Il était aussi passé par le KKE. Quoi qu'il en soit, il connaissait très bien l'économie. Politiquement, il s'y connaissait aussi très bien. Il rassemble certaines personnes, un groupe de personnes, et en réalité, au sein de Syriza, 2 pôles principaux se forment. Le pôle présidentiel et l'opposition. Disons, pour simplifier, le pôle présidentiel.
Ils annulent systématiquement toute tentative, qu'elle soit individuelle ou collective, de mettre en place des plans concrets, d'élaborer des stratégies réfléchies et coordonnées, même si cela ne concerne qu'un niveau très sommaire ou préliminaire, ainsi que toutes les politiques, mesures ou initiatives qui auraient pu être appliquées ou mises en œuvre si jamais la Commission européenne nous avait effectivement coupé les fonds nécessaires au fonctionnement de nos activités et à la réalisation de nos objectifs. Et c'est ce qu'elle a fait le 5 février 2015. C'est-à-dire, si elle nous forçait à la faillite, quelles actions aurions-nous à entreprendre dans cette situation? Que ferions-nous avec les banques? Que ferions-nous avec le SWIFT, c'est-à-dire le système international de paiement? Que ferions-nous avec la carte euro, avec la carte de la Grèce? À cette période dont tu parles maintenant, Varoufakis était-il au sein de Syriza? C'est-à-dire pas en 2015. En 2015, il y était Il devait être conseiller Varoufakis. conseiller. Il était externe, il n'était pas cadre, il n'était pas encore membre, donc. Je ne pense pas. Je ne sais même pas si ça l'est devenu. Oui, peut-être que ça ne l'a jamais été. C'est un détail, mais je me souviens bien que Varoufakis faisait partie des conseillers qui avaient le droit, pas forcément d'être conseillers. Il faut que tu écoutes différentes versions, tu vois, des plus mauvaises, des plus stupides, jusqu'aux plus radicales et révolutionnaires. Tu mets tout sur la table. Opposition officielle, c'est ce que ça signifie. On ouvre des hypothèses de travail. On présente le sujet de travail comme une hypothèse de travail. Qu'est-ce qu'on fait ici, messieurs? Quelle démarche devons-nous entreprendre ici? Que devons-nous examiner? Où va l'un? Où va l'autre? Où va l'autre? Quelles décisions prenons-nous? Comment le faisons-nous avancer? Depuis le fait de s'aligner totalement avec l'UE, avec l'Union européenne, la zone euro, et de ne remettre en question l'euro en aucune façon, jusqu'à sortir de la zone euro ou sortir de l'Union européenne, n'est-ce pas? C'est ça, le vrai travail politique de parti. Exactement. Au niveau des membres, pas professionnels, car je n'ai pas été payé par Syriza, mais ils s'assoient et font quelques modifications parce qu'ils ont une expérience professionnelle. Ils apportent donc cette expérience professionnelle au sein du parti. Moi, je travaillais dans une banque, je connaissais quelques petites choses. Un autre camarade était dans une autre banque, dans un autre service. Ensemble, donc, nous mettons en commun certaines compétences professionnelles. Voyons un peu concrètement où cela peut nous mener et de quelle manière, en se basant aussi sur les orientations qu'on nous donne, qui nous parviennent, toute cette interaction dont nous avons parlé entre la base et la direction. La discussion sur ce que nous voulons finalement faire, toute cette conversation aboutit donc à la chose suivante. Il n'a même pas été adopté une seule proposition valable ayant pour objectif final la préparation et les actions à entreprendre pour une sortie de la zone euro, si cela s'avérait nécessaire. Que devons-nous faire? Tout cela n'est pas si simple. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu feras à l'intérieur du pays, de savoir si tu assureras, par exemple, une suffisance en billets de banque ou autre chose, ou les bons, ou tout autre dispositif auquel tu pourrais penser au niveau politique national. En ce qui concerne la circulation pratique des capitaux à l'intérieur, ce sont, disons, des propositions diplomatiques adressées au département de la politique étrangère. Avec qui irons-nous discuter? Des choses. C'est juste, c'est multidimensionnel. Appelons le secteur financier une section à part. C'était un point névralgique, l'organisation interne de Syriza concernant ce que nous ferions le lendemain des élections. Très bien donc. Tout cela, comme cela a été dit, est crucial pour la manière dont le gouvernement allait agir, quelles décisions il prendrait. À tous les niveaux de ce que nous appelons le gouvernement, gouverner un pays, quelles propositions seraient faites pour examiner certaines questions par le biais du ministère des Affaires étrangères dans les relations interétatiques? Quelles seront nos relations avec l'Union européenne, avec les États-Unis d'Amérique? De toute façon, tout cela passait, qu'on le veuille ou non, par le secteur financier, passait par les analyses que devait effectuer, dans le cadre d'un parti démocratique, le groupe des membres du secteur financier. Donc tout cela, c'est-à-dire toute alternative, quelle qu'elle soit, du type nous ne remboursons pas nos dettes, mais au contraire, nous faisons défaut sur nos engagements financiers, ou encore nous décidons de ne pas suivre les injonctions strictes et les recommandations imposées par le mémorandum n'étaient absolument pas permis. Il était interdit, dans ce contexte, d'envisager ou même de procéder à une analyse approfondie de ces options, quelles qu'elles soient, car cela allait à l'encontre des règles établies et des décisions prises à l'époque.
Intéressant, très intéressant. Malheureusement, toute alternative envisageable avait été écartée d'avance. Et ce, dès le début. C'est ce que tu nous dis? C'est à peu près ça. En réalité, ce à quoi a abouti le programme de Thessalonique, c'était en fait un compromis du compromis, c'est-à-dire une solution déjà affaiblie par de multiples concessions, mais sans avoir derrière ce fameux plan B pour se replier en cas d'échec, et encore moins sans parler d'un plan C ou même d'un plan D qui aurait pu offrir d'autres alternatives. Il n'y avait strictement rien du tout, aucune option de secours, aucune stratégie de rechange. On disait, on y va avec le programme de Thessalonique. C'est une beauté. Va-t-il être appliqué? Vont-ils l'accepter? En d'autres termes, c'était un bluff, Nikos, ou bien il n'était pas prêt à l'imposer? Il n'en avait pas la capacité. Ils n'y croyaient pas. Moi, je dirais qu'ils n'y croyaient pas. S'ils y avaient cru, je le dirais. Ne projetons pas nos propres relations. Je vais le dire de façon encore plus dure. Vous le dites de manière très arrondie. Quand on en arrive au point où, avec tout ce qui se disait du côté de l'Allemagne, mais je ne veux pas cibler uniquement l'Allemagne, ni seulement Schäuble ou Merkel, tout ce qui se disait à ce moment-là, au niveau des prises de position politique collectives, officielles et publiques, de la Commission européenne et de l'Union européenne, cela ne relevait même pas, en réalité, d'une aide très dure envers la Grèce pour qu'elle sorte d'une situation difficile. Cela relevait d'une logique de déclaration de guerre. C'est là, en 2012, comme je vous l'avais dit, que moi, qui étais modéré et un europhile avec un certain scepticisme, j'ai pris conscience de cela. Quand j'ai vu que, avant même les élections de 2012, Schäuble, par ses déclarations, a manipulé la monnaie pour contrôler les évolutions politiques en Grèce, là, mon état d'esprit a changé. En une seule nuit, j'applaudis. Quand j'ai lu ces déclarations et que je les ai digérées, je me suis dit que je ne voulais plus avoir aucun lien avec l'euro et, si possible, plus aucun lien politique avec l'Union européenne. Tu peux me rappeler ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que Schäuble avait dit à l'époque? Je ne m'en souviens pas, mais il nous a plus ou moins menacés. Ce qu'il nous disait nous avait tapé sur les nerfs depuis le début de l'histoire de la faillite. Et même jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on vous jettera hors de l'euro et on vous détruira économiquement. Et on vous détruira économiquement. Et en plus, avec de l'ironie en prime, c'est-à-dire qu'ils te disent que même si tu sors, les déclarations étaient très virulentes, elles étaient sincères, celles dont je parle, je dois le reconnaître aux défunts, elles étaient virulentes. Personnellement, ça m'a complètement changé la façon de penser. Je me disais, quel rapport ai-je, moi? Où est la solidarité européenne? Quel revirement européen? Pourquoi ne nous aide-t-il pas, mais nous punisse-t-il à la place? Oui, bien sûr. C'est très simple, peut-être un peu naïf, voire enfantin. Peut-être naïf par rapport à, c'est une mentalité allemande très claire, la mentalité de la punition. La mentalité de la punition en raison du non-respect d'une obligation, oui. Et la punition exemplaire, c'est-à-dire sans aucune pitié, est une mentalité typiquement allemande. Je ne suis pas en désaccord, Costas. Et cela se maintient, je pense simplement que c'est désormais passé dans l'ensemble de l'expression collective de l'Union européenne. C'est-à-dire que même si c'est allemand, elle a été imposée ou transmise ou assimilée par d'autres, les Français, les Anglais, les Portugais. Ils l'ont transmise, bien sûr, mais à tout le monde. Pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Cela ne s'applique pas à tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que même dans le Sud global, la sévérité avec laquelle ils ont traité la Grèce, avec cette même sévérité, ils n'ont traité aucun autre pays du Sud de l'Europe, ni l'Espagne, ni le Portugal, ni bien sûr l'Italie. C'est vrai. Et Chypre a précédé. Et elle a précédé, oui, bien sûr. Oui. Même à Chypre, la situation n'était pas aussi grave qu'en Grèce. En Grèce, c'était catastrophique. C'était un exemple. C'est-à-dire que la Grèce a été choisie comme exemple, selon mon opinion. Enfin bref, je ne veux pas te détourner comme un modèle. Non, non, pas du tout. C'est dans la logique de ce que nous discutons, comme un modèle et un exemple pour dire, voilà les enfants, sachez ce qui vous arrivera si vous bougez un peu trop. Celui-là, moi bien sûr, quand j'entendais Schäuble faire ses déclarations ironiques, et d'ailleurs au Bundestag, au Parlement allemand, certains députés disaient et disaient, ils sortaient et disaient, et alors, doucement, qu'est-ce que la Grèce? 10 millions d'habitants, et alors s'ils sortent de l'Union européenne? Ce qui s'est passé? Eh bien, à ce moment-là, je crois qu'on aurait dû sortir. Rien que parce qu'une telle déclaration a été faite et parce qu'il y avait aussi de l'ironie. Bien sûr, certains ont eu peur. Ils l'ont vu d'un point de vue complètement opposé. C'est-à-dire, ils se disent,
ils ne nous prennent pas en compte. Moi, je pense que c'était un bluff. Si la Grèce était sortie de l'Union européenne, cela aurait créé un énorme problème pour toute l'Union européenne. Donc tout ça, c'était des bêtises allemandes. C'était des moyens de nous montrer simplement qu'ils s'en fichaient et que nous ne sommes rien de grand, rien d'important. Malheureusement, et c'est passé. Oui, malheureusement, donc, là aussi, bon, au-delà de la question purement, disons, politique, c'est là qu'est apparue aussi, disons-le, la limite intellectuelle, la limite idéologique de beaucoup de cadres et de membres de Syriza. Je ne fais pas tellement référence aux très hauts échelons, parce que là, comme on dit, il y a d'autres combines. Bon, il y a aussi le jeu du pouvoir. Ça peut aussi être le jeu du pur enrichissement, mais là, on parle des cadres moyens et inférieurs, disons, et des organisations de base. C'est là que de nombreuses limites sont apparues. Parce que, comme tu l'as justement dit, lorsqu'une telle déclaration te frappe, tu réalises qu'ici, ces gens-là ne cherchent pas, même de la mauvaise manière ou de façon désagréable, à t'aider d'une façon ou d'une autre, voilà, ici, tu vois, à remettre un peu d'ordre dans la situation, disons, d'accord, le lait est tombé par terre, bon, si on apporte la serpillière et qu'on te fait passer l'éponge à toi qui l'a renversé, une attaque, un coup de fouet, ça, c'est acceptable. Mais ça, c'était pas simplement une attaque ou un coup de fouet. C'était un effort très conscient de nous transformer en colonie de la dette, de faire de nous un État subordonné, économiquement dépendant et accru. De briser la souveraineté nationale. Des objectifs qui, en fin de compte, pour être honnête, jusqu'en 2012, je n'avais pas vraiment pris le temps de m'y pencher sérieusement, de me demander s'ils existaient ou non au sein de ce qu'on appelait l'idéal européen, l'Europe de la solidarité et des trois libertés, la libre circulation, des personnes, des marchandises et des capitaux. Ce qui, à titre personnel, disons, c'était surtout la libre circulation des personnes, n'est-ce pas? Et ça, petit à petit, ça s'en va en fumée. Et tant pis. En d'autres termes, oui. En d'autres termes, non. Les mêmes choses commencent peu à peu à sortir de Schengen et tout ce qui s'y rapporte. En d'autres termes, toute cette construction de l'Union européenne, avec ces directives étranges qui refont surface maintenant, et je fais une petite digression. Certainement, la fameuse directive Monti-Stein va revenir au niveau des relations de travail, si vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Le dumping social sur les salaires, là où nous disions, et moi aussi je le disais, même en serrant les dents, d'accord, essayons de nous battre à travers le Parlement européen, à travers les influences, ici, là, à travers les OPEC, par-ci, par-là, pour que cette chose arrive d'une manière correcte et qu'elle ne soit pas d'un libéralisme extrême. Ce que nous n'avions pas compris, du moins ce que je n'avais pas compris jusqu'en 2012, c'est que cette chose-là est en fait le sens même de l'Union européenne depuis sa création, ou du moins depuis 1992, pour être juste. Ce n'était pas depuis sa création, c'était en 1956, non? Quand a-t-elle été créée? La CKA, mais à partir de 1992, avec la mise en place du traité de Maastricht, qui est l'un des deux traités fondateurs de la zone euro, le caractère de ce qui allait être appliqué dans cet espace économique et politique unifié est devenu très clair. Parce que la Commission a un pouvoir exécutif, il ne faut pas l'oublier. Elle détient un pouvoir exécutif, tout ce qu'elle édicte doit être intégré dans le droit national. Donc c'est de nature exécutive, c'est un gouvernement de non-élus. Je fais cette digression pour montrer deux choses. Premièrement, comment toute cette histoire me fait mûrir, disons politiquement, et je me dis, attends, qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas ce que signifie cette chose, c'est une illusion, quelque chose de faux. C'est évident, ces gens-là n'ont pas de bonnes intentions. Et la deuxième chose, c'est pourquoi, disons, tout cela n'a pas tiré la sonnette d'alarme au sein de Syriza. Pourquoi? Leur limite, c'était de rester en Europe à tout prix et à n'importe quel coût. C'est-à-dire ce fameux slogan « aucun sacrifice pour l'euro », eh bien, c'était du pipeau. Je me dois de le dire en ce moment. Et c'était probablement du pipeau en toute conscience. Bref, revenons aux aspects pratiques du sujet. On n'engage pas de procédure. On n'engage pas, il n'y a pas d'études sérieuses. Pourquoi dire qu'il n'y en a pas du tout d'études de travail? Nous n'apprenons pas de Chypre ce qui s'est passé. Et nous partons pour une belle petite excursion joyeuse. Nous organisons le congrès de 2013 et pour ce qui est des questions économiques, franchement, je ne vais pas trop
je ne vais pas trop y accorder d'importance. Ça passe simplement, même si ce n'est qu'au niveau verbal, que bon, l'euro et tout le reste, mais avec beaucoup d'ambiguïté à l'intérieur. Et concrètement, quelles propositions avons-nous pour aller aux élections de 2015? Nous avons le programme de Thessalonique, sans rien derrière. Ce que nous avons dit tout à l'heure, très consciemment. Allons-y, essayons de l'aborder un peu maintenant. À l'occasion de la non-élection du président de la République, de la non-élection du président de la République, ont lieu les élections de janvier 2015. Puisque nous voyons les choses, littéralement, la toute première décision qui devait être prise, c'est le contrôle des capitaux. Dans une guerre, dans un combat aérien, dans une bataille, une fois que tu prends conscience que tu es en guerre et que tu es dans une bataille, l'avantage, le plus grand avantage, c'est la surprise. Et c'est celui qui surprend l'autre et qui frappe le premier. C'est généralement comme ça que ça se passe sur cette planète. Classique. C'est comme ça. Donc cela n'a jamais été dit. On ne nous l'a jamais dit. Personne n'a jamais pris le temps de l'analyser. C'est la première chose à retenir. Deuxième prisonnier. Théoriquement, enfin bref, la Banque de Grèce a une autonomie administrative, c'est-à-dire que les contrôles de capitaux qui relèvent de sa responsabilité, le plan, des contrôles de capitaux qui est de sa responsabilité, c'est le gouvernement qui le demande, mais la manière dont il sera appliqué, c'est un plan de la Banque de Grèce. Tout cela, ce sont de belles histoires à dormir debout parce qu'en réalité, lorsque tu es un parti radical et que tu t'apprêtes à bouleverser toute cette histoire qu'on appelle l'imposition des mémorandums, tu as préparé tes propres plans de contrôle de capitaux qui vont à la fois t'entraver et t'aider à mettre en œuvre tes politiques économiques, premièrement, et deuxièmement, tu as préparé la manière dont tu vas contourner institutionnellement la soi-disant autonomie, je mets des guillemets, de la Banque de Grèce, laquelle est censée être contrôlée par la Banque centrale européenne. Toutes les banques centrales des pays membres de l'Union européenne, eh bien, cela est institutionnellement prévu par le traité et même par celui de Luxembourg, dispose d'une autonomie administrative et politique dans la mesure où l'orthodoxie économique est appliquée. Des histoires à dormir debout. Alors, des histoires à dormir debout qui violent l'indépendance du pays. La souveraineté nationale, quelque chose qui t'enlève une partie de l'exercice de la politique économique nationale. Exactement. Et nous l'avons vu récemment avec l'affaire Trump qui essayait de contrôler, de renvoyer le président de la Fed, etc., etc. Et il n'y arrivait pas. Mais dans le cas de la Grèce, la situation est encore pire. La situation est bien pire. Bref, en tout cas, en tant que parti, en tant qu'organisation politique qui veut être à la fois radicale et de gauche, et je ne sais quoi d'autre, tu essaies aussi de faire ce travail d'analyse. Parce que sinon, si on te coupe la prise, qu'est-ce que tu feras? Que peux-tu faire? Nous ne faisons rien de tout cela. Il n'y a eu aucune discussion, aucune. Il n'y a pas eu de discussion. Du moins, je ne me souviens pas avoir eu entre les mains quoi que ce soit, même sous forme d'ébauche, ou même dans ces conversations de couloir, où naît une grande partie de la politique, du genre, tu sais quoi, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Même les spécialistes ne l'ont même pas soulevé. Tu l'avais soulevé, toi? Moi, je l'avais à moitié. Donc, moi, je l'avais à moitié. Comment dire? Ici, d'accord, c'est une erreur, disons-le. Je me disais, qu'est-ce qu'on va faire s'il coupe la prise? Avec quel contrôle de capitaux allons-nous y aller avec ceux que Stournaras a mis en place? Tu sais ce que c'est, parfois? C'est ce à quoi tout le monde pense, mais que personne n'ose dire. Oui, pourquoi? Parce qu'on pense qu'on est trop bête pour ne pas comprendre pourquoi ils ne le disent pas. C'est-à-dire, évidemment, toi aussi, tu pourrais penser qu'il existe un plan caché qu'ils ne veulent pas révéler, pour certaines raisons, qu'ils ne veulent pas que ça se sache, que ça s'entende, que ça se divulgue. Donc ici, ce que je veux transmettre sur la façon dont les choses se passaient, c'est que personne, même au niveau des ragots, ne s'était assis pour dire « Les gars, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Avons-nous la moindre idée? On se disputait tous pour savoir à quoi ressemblerait le budget du programme à Thessalonique. On se disputait aussi pour d'autres choses. Des oppositions aiguës étaient déjà apparues au sein même du parti. Les rivalités entre les partisans du président et la plateforme de gauche,
la plateforme de gauche, c'était là où j'appartenais personnellement en tant que composante. Même si les composantes avaient été dissoutes, ces divisions existaient toujours. De manière informelle, ces distinctions existaient toujours, et cela se reflétait dans les votes internes du parti, dans le processus même, dans ce que nous privilégions ou non. Ainsi, pour ainsi dire, toute proposition était torpillée en dehors du fait que personne ne s'en occupait vraiment, que ce soit pour décider de ce que nous allions faire ici, là ou ailleurs. Tu perdais l'une après l'autre lors des votes internes du parti. D'une manière ou d'une autre, voilà. Et donc, nous en arrivons là. Sans penser qu'il fallait absolument avoir ce fameux contrôle des sorties de capitaux, la vérité, c'est que nous en avions parlé quand nous avions vu ce qui s'était passé à Chypre. Mais là encore, aucune analyse n'a été faite. Encore une fois, ni notre camarade ni nos adversaires internes au parti n'ont voulu que nous en discutions sérieusement. C'est-à-dire que nous avions l'exemple de Chypre, de ce que nous pouvions faire. Là-bas, ce n'est pas que cela n'avait pas été discuté. Si les contrôles de capitaux allaient changer, comment et de quelle manière l'autonomie institutionnelle de la Banque de Grèce serait contournée. Mais il y avait eu une discussion qui, cependant, n'a jamais abouti à la question de savoir quand il fallait instaurer des contrôles de capitaux. La réponse était que nous allions provoquer la panique sur le marché et que nous allions montrer notre faiblesse. Quelque chose comme ça? Des absurdités de ce genre, en somme. Oui, c'était la réponse, donc on n'en discute même pas. Au revoir, messieurs. Passons au sujet suivant concernant la réaction. Voilà, c'est bien de s'en souvenir aussi. Syriza arrive triomphalement au pouvoir en janvier, le 5 février 2015. M. Draghi ferme le robinet. Il n'accepte pas les obligations grecques. C'est la catastrophe. C'était prévisible, non? Comme si je ne le savais pas. Oui. Mais la réaction a été « Qu'avons-nous souffert? Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive ?» Fermez, fermez, fermez. Qu'est-ce qui nous arrive, franchement? Tu t'y attendais? C'est déjà arrivé à Chypre, non? Ça, ce que tu viens de dire, Varoufakis l'avait aussi souligné, c'est-à-dire Varoufakis lui-même. Oui, c'est justement ce que je voulais te demander. Ça ne m'inquiète pas. Parce qu'il disait, et Varoufakis l'a dit précisément, que moi j'avais attrapé Alexis avant les élections et je l'avais coincé, même chez lui, et je lui avais dit, dis-moi ce que tu feras si on te ferme les banques. Et la réponse était, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oui, c'est ce que Varoufakis avait dit, exactement ce que tu dis. Le problème. Écoute, moi je n'aurais eu aucun problème personnellement avec Varoufakis s'il n'avait pas insisté. Maintenant qu'il a changé d'avis, mais c'est un économiste très respecté. Si moi qui suis un économiste, disons, empirique à cause de mon expérience professionnelle, par simple curiosité personnelle, pour voir ce que fait l'un, ce que fait l'autre, pour te préparer à une procédure interne au parti, il faut que tu sois un peu informé sur 5 choses. Tu ne peux pas arriver et dire, voilà mon opinion, sur quoi tu t'appuies? Bien sûr, mon pote, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas que chacun donne simplement son avis sans fondement. Toute cette procédure exige, surtout sur des sujets aussi spécialisés. Et c'est ça la différence des sections sectorielles. C'est-à-dire que l'importance des organisations sectorielles de membres était qu'on y était technocrate dans une très large mesure, et les procédures se faisaient sur la base du savoir, pas simplement sur la base d'opinions comme par exemple dans les groupes de membres du quartier. Là-bas, chacun peut venir et dire ce qu'il veut, donner son avis, même sans vraiment savoir. Ici, en revanche, il fallait qu'on s'asseye et qu'on justifie ce qu'on avançait. Donc Varoufakis a eu raison de dire ce qu'il a dit à Tsipras, mais alors pourquoi, selon lui, a-t-il insisté sur le fait que notre limite absolue était bien de rester dans la zone euro et que nous n'allions pas plus loin? Il l'a souligné et le répétait. Et d'ailleurs, il faisait partie des rares à exclure, c'est-à-dire qu'il excluait la possibilité de sortie. Parce que oui, cela aurait été d'une aide énorme pour nous, de la plateforme de gauche, donc, pour le dire ainsi, Mitrel, nous voulions dire, les gars, il faut qu'on se lève et qu'on quitte la zone euro, qu'on parte. Évidemment, il n'est pas venu, mon cher Nikos. Évidemment, il n'est pas venu. C'est-à-dire, encore une fois, on parle à demi-mot. On ne dit que la moitié de la vérité. Bien souvent, il est bien plus destructeur de dire la moitié de la vérité que de dire un mensonge complet ou de dire toute la vérité. Toujours. C'est toujours plus destructeur. Cela crée des impressions, cela crée de la confusion. On se demande ce que dit l'un, ce que dit l'autre. Tu es complètement désorienté, pardon. Avec la moitié de la vérité. La discussion est terminée. Alors, eux, ils explosent donc. Il se passe qu'on coupe le robinet de la Banque centrale européenne. On attend que d'autres types de contrôles soient mis en place. Rien n'arrive. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne sont-ils pas mis en place? Parce que nous allons le négocier. Négocier? Quoi?
nous avons des fuites de capitaux. Le pays va s'assécher. C'est une hémorragie. C'est-à-dire que les capitaux, que cela nous plaise ou non, dans la dynamique moderne des économies, c'est le sang. Tu as ouvert une artère et tu perds du sang, ils vont te détruire. C'est-à-dire que c'est désormais, et c'est certain, la déclaration officielle de guerre. Normalement, les liens s'arrêtent là. Oui. Même cela ne s'est pas fait en moyenne. Et les politesses, c'est-à-dire qu'immédiatement après la déclaration de guerre, tu ne peux plus dire « maintenant, nous allons négocier ». À l'instant même où tu es attaqué. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Allons conclure l'accord intérimaire. L'accord intérimaire, en réalité, c'est que le programme de 4 mois se termine définitivement et pour de bon. À partir de là, l'accord intérimaire activait toute une série d'automatismes pour quiconque connaît la situation, et nous la connaissions très bien là-bas, qui allait aboutir à un 3e mémorandum. Fin, c'est exactement comme vous l'entendez. Ce n'est pas une impression ni une estimation de ma part. À ce moment-là, il était de notoriété publique que l'accord intérimaire allait déclencher toute une série d'automatismes qui mèneraient à un mémorandum. Tout cela est bien connu. Et même éculé. Et à partir de maintenant, parlons-nous d'une manœuvre délibérée? C'est-à-dire, tu crois que… Pour moi, D'accord, très bien. Je n'étais pas présent lors des discussions. Cela n'a pas eu lieu, mais désormais, mon estimation, la façon dont je voyais certaines choses avancer ou ne pas avancer, je parle franchement. Je vous le dis franchement, lorsque l'accord intérimaire a été signé, j'ai failli démissionner. C'est une question de perception. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Dis-nous quels éléments de l'accord intérimaire étaient ceux qui… Attends une minute, laisse-moi voir. plus. Oui. Parce que je m'étais assis. J'avais écrit un article à un moment donné, parce que tout cela, maintenant, il me faut un peu de recherche. Donne-moi un peu de temps. Oui, nous allons le trouver. Peut-être que je pourrais trouver. Bon, je vais vous donner un élément. Par exemple, l'accord du 20 février, il prévoyait le retour du solde de trésorerie du Fonds de stabilité financière. Le programme de Thessalonique était basé sur ce solde de trésorerie. En effet. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pratiquement ce que je vous ai dit, parce que maintenant je vois exactement ce que j'ai noté. C'était un article sous forme de question. Donc pratiquement, eh bien… Qu'est-ce que le programme électoral? Avec quelle politique économique tu y vas? En l'air. Oui. Ici, je vais dire un potin. Oui, ici, je vais dire un potin. Personnellement, je l'adopte. Je ne peux pas prouver ce que je vais dire. C'est impossible à prouver, mais moi, j'y crois. À son honneur, Varoufakis ne voulait pas signer l'accord. Varoufakis privilégiait quelque chose qu'il a évoqué un peu plus tard. Il privilégiait les directives, les IOU. Peut-être que ça marcherait. C'est une sorte de double monnaie parallèle. Peut-être qu'on pourrait, pour moi, d'une certaine manière, la brèche s'est ouverte dans la coque du navire danois, essayer de mettre quelque chose, de faire un patch là-bas. Limiter autant que possible l'inondation, disons, jusqu'à ce qu'on voit ce qu'on va faire. Ce qu'on m'a rapporté, c'est que celui qui, disons, l'a mis sous pression au point de lui dire de ne pas revenir à Athènes s'il ne signait pas, c'était Yannis Varoufakis. Il était alors vice-président du gouvernement Syriza. En effet. Et qui, d'après ce que je sais et selon mon expérience, reste cohérent parce que, pour être honnête, dans le secteur financier, pour le dire très simplement, c'est l'équipe de Dragasakis qui nous mettait des bâtons dans les roues parfois. Je n'ai pas compris ce que tu dis. Qui a exercé des pressions? Dragasakis à Varoufakis. Varoufakis, donc c'est une rumeur. C'est purement au niveau des spéculations, je ne peux pas le prouver, mais c'est une conviction personnelle qu'à un moment donné, au cours des discussions que nous avions, tu sais, il y avait une certaine pression. Varoufakis ne veut pas, mais il subit des pressions. Pour conclure là-dessus, y a-t-il autre chose dans les propos ou dans l'attitude de M. Dragasakis qui te fait croire cela? Je crois que oui. En général, quand je regarde du début à la fin, à ce moment-là, ce n'était pas si évident parce que tu es constamment plongé dans les événements qui se déroulent et souvent tu n'as pas le temps de t'asseoir, d'avoir la lucidité et le calme
et de laisser ton esprit se poser un peu pour mettre les choses en ordre. Mais je crois qu'en réalité, même le programme de Thessalonique était destiné à être abandonné et nous allions tout droit vers un troisième mémorandum. Et certains le savaient déjà depuis 2014, pour ne pas dire même plus tôt, et je ne veux pas être injuste. Je pense que c'était les grands et les puissants et les dirigeants après cela. Tout devenait, en fin de compte, un peu théâtral, avec des gestes quelque peu théâtraux. On disait, allons négocier. Non, on ne va pas par ici, on va par là, on va plus loin, on y va avec des conditions. Mais comme je vous l'ai dit, à partir du moment où l'accord intérimaire aurait été signé et où les contrôles de capitaux n'ont pas été imposés le lendemain de l'arrivée au pouvoir de notre gouvernement Syriza, les choses se seraient déroulées plus ou moins de façon automatique. Il y a un mécanisme derrière tout cela. La zone euro dispose de mécanismes automatiques. Ce n'est pas comme si on appuyait sur un bouton et que tout fonctionnait tout seul, disons. Donc à partir du moment où tu n'es pas protégé, où tu n'ériges pas de mur de protection autour de toi, il est logique que automatiquement les gens retirent leur argent de la Grèce. Bien sûr. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. D'énormes sommes sont parties. La caisse va s'assécher, elle va se vider, elle va s'assécher et l'argent continuera de partir. C'est fini. Une fois que tu as complètement vidé ton sang, qu'est-ce que tu fais? Tu meurs. Eh bien, regarde là-bas. Qu'est-ce que tu fais? C'est là que vient le moment de la décision. Si tu veux vraiment agir et si tu as vraiment un plan, il y a un plan. Il y avait ce fameux plan B qu'on cherchait à trouver et qu'on ne trouvait pas. Les feuilles blanches de Varoufakis, tu imprimes, tu lances les procédures pour ta propre monnaie. N'est-ce pas? Et toi aussi, tu déclares la guerre de ton côté, tu passes à la contre-attaque. Si maintenant, avec ton pauvre esprit, tu n'as pas imaginé, si tu ne veux pas réaliser que tu es réellement attaqué et que tu croyais que ce qui allait arriver, ce qui t'est arrivé, n'arriverait jamais. C'est normal à mon avis. Il est impossible que quelqu'un soit aussi naïf. Donc je suis d'accord aussi pour dire que tout était prémédité. À partir d'un certain moment, chacun fait ses propres interprétations. J'ai fait mes propres interprétations, moi aussi. Je ne peux pas le prouver. Et Antonis aussi, je pense, puisque nous en avons discuté. Je ne peux rien prouver. Mais oui, les lacunes dans le puzzle et aussi l'attitude ultérieure, disons, des camarades et, plus généralement, collectivement, de la partie de Syriza. Eh bien, 1 + 1 = 2. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment pourrais-je prouver, à partir d'un certain point, que 1 + 1 fait vraiment 2? Tu vois bien comment les choses évoluent après, non? À ce moment-là, bien sûr, tu te retournes et tu dis à l'autre, qu'est-ce que vous faites là? Non. Il te répond, non, ce n'est pas ça. Ne sois pas malveillant. C'est-à-dire qu'ensuite commence un jeu très ne sois pas malveillant. C'est épuisant psychologiquement et, je ne sais pas, tu vois la différence. Ensuite commencent certaines attaques personnelles. Tout cela fait partie des enquêtes politiques, que cela nous plaise ou non. C'est une partie du jeu. Ce n'est pas que cela me dérange, c'est le fait que l'autre me manipule ouvertement à partir d'un certain moment, en disant une chose à l'extérieur et une autre à l'intérieur. Nikos, je voudrais faire ici une remarque, une intervention. Permettez-moi d'invoquer 2 pays à travers leur expérience historique. Pour commencer, je vais en citer 3, Haïti, Zimbabwe, Libye. Je vais commencer par le dernier pays, qui a tenté d'introduire sa propre monnaie, le dinar d'or, et qui a subi une guerre pour cela. Le Zimbabwe, où ils sont allés, où ils ont agi, ils ont repris leurs terres, ceux qui avaient été volés par les grands propriétaires coloniaux afin de survivre. Ils sont allés cultiver, reprendre leurs terres, et Mugabe a été obligé de l'officialiser à partir de l'an 2000. Depuis, ils ont été exclus du système SWIFT. Ils ne peuvent plus faire de commerce international et on leur a même confisqué tout l'argent qu'ils avaient dans les banques étrangères. Et bien sûr, Haïti, 200 ans de colonisation par la dette pour que nous puissions entrevoir notre propre avenir. Pourquoi est-ce que je dis tout cela? Pour 2 raisons. Premièrement, pour justifier pourquoi nous faisons toutes ces émissions ici avec mon ami Costas, parce que nous voulons apprendre de ces exemples. Et deuxièmement, parce que j'avais, moi, l'idée naïve que les personnes qui en savent plus, qui sont banquiers, qui connaissent l'économie, qui savent ce qui s'est passé dans d'autres pays et qui comprennent l'importance de pouvoir émettre de la monnaie, étudieraient ces exemples, les connaîtraient et s'y prépareraient en conséquence. Que se passera-t-il si on t'exclut du SWIFT comme on a exclu le Zimbabwe?
Avec quel pays es-tu prêt à conclure les accords nécessaires pour pouvoir continuer à commercer? Que se passera-t-il si on te fait la guerre? Parce que tu crées une monnaie nationale adossée à des produits, donc avec une vraie valeur et non une monnaie fiduciaire. C'est pour cela que la monnaie de Kadhafi, celle qu'il préparait en Libye, était dangereuse. Eh bien, cela aurait un peu changé l'équation au détriment des centres économiques dominants. À quel point, nous ne le savons pas, mais en tout cas, cela aurait changé la donne. Des choses bien pires auraient pu arriver, Nico, parce que c'était une monnaie adossée à l'or, donc elle ne pouvait pas être dévaluée. Non, pas adossée, non, ce n'était pas exactement de l'or. Et la troisième question est, que se passe-t-il lorsque l'on entre dans une lente agonie comme Haïti qui n'est jamais sorti de sa situation de colonie de la dette, c'est-à-dire l'inertie, le fait de ne rien faire. Dire que tu vas passer en pilote automatique dans l'euro, dans l'Union européenne, ce n'est pas sûr dans ce cas. Cela a un coût énorme. C'était une situation que tes petits-enfants et arrière-petits-enfants devront payer. C'est un étranglement économique, c'est une mort lente, c'est l'émigration, c'est tout cela à la fois. C'est pour cela que j'ai mentionné tout cela. Alors, ici, je voudrais... Donc, il faut être préparé à l'avance. Désolé. Oui. Une remarque. Le grand, permettez-moi de rappeler quelque chose, nous sommes d'un certain âge et logiquement, nous devrions nous en souvenir. Jusqu'en 2009, le grand malade économique de l'Union européenne, parmi les pays développés, parmi les pays mûrs, pour ainsi dire capitalistes, c'était l'Allemagne. Et soudain, il se produit un tour de passe-passe avec le traité de Maastricht. Et soudain, l'Europe se germanise et la zone euro, cet espace économique unique, est structuré de telle manière qu'en réalité, ils ont installé des conduits de poêle à la périphérie et ils aspirent. Les pays dits du centre et surtout l'Allemagne. Et alors que l'Allemagne de l'Ouest, donc au niveau, disons, de la santé économique, je ne vous dis même pas ce qu'elle était. Si je me souviens bien, elle était même en dessous de l'Italie. La France, en tout cas, était dans une bien meilleure situation économique que l'Allemagne. Je m'en souviens très clairement, très distinctement, mais j'ai l'impression qu'elle était même en dessous de l'Italie, disons, qui n'était pas non plus la meilleure économie d'Europe en termes de santé, disons, au niveau des déséquilibres macroéconomiques. Et soudain, il se produit un abracadabra. Bien sûr, ils pillent l'Allemagne de l'Est, dans l'Ouest unifié, et ils détournent aussi de là des capitaux qui les aident. Mais la façon dont cela a été mis en place, ici, il est bien connu que, pour le dire simplement, l'euro, dans sa forme actuelle, était un marque allemand déguisé. Et soudain, on crée un espace économique où il y a une ponction des économies et de la capacité. Ce n'est pas seulement une ponction où des capitaux sont transférés ici. Ici, il faut faire attention. Les gens se font avoir. On regarde toujours une image statique. Les chiffres nous montrent une image statique, ce n'est pas seulement cela, c'est le potentiel. L'économie mondiale évolue toujours. De nouvelles technologies apparaissent, elles créent des plus-values, etc., n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire, je regarde par exemple les indicateurs à l'époque où je faisais des recherches vers 2012 en Grèce. Secteur primaire, secondaire, tertiaire, et surtout le secteur primaire et secondaire. Et en 2012, on les voyait dans un état catastrophique. Et en ce moment, la situation catastrophique est encore pire qu'avant. Ce n'est pas seulement qu'ils te siphonnent, disons, de l'argent ou qu'ils ne te laissent pas de fonds pour appliquer des politiques sociales dans les secteurs sociaux d'un gouvernement. C'est qu'ils te tendent aussi des pièges ici et là, et toi, en tant qu'économie, tu ne peux pas te développer. Ils te coupent, pour ne pas dire qu'ils réduisent, ils te coupent le rythme de croissance économique, ce qu'on appelle le potentiel, la dynamique, la capacité. Et donc, cette petite chose-là. C'est ça la définition d'une colonie économique. Le but n'est pas de rembourser une quelconque dette. Le but, c'est que tu restes maintenu dans cet état. Que tu restes gérable, totalement contrôlable et privé de toutes tes capacités à te développer. C'est exactement ce que Nikos a dit. Te développer géoéconomiquement, donc rester un pays stagnant. Et quand tu perds en pourcentage, disons, dans ta production, alors quoi? Où? Volonté? Pas. Tu es piégé. Alors, tout ça, la vérité, c'est que lorsque nous avons essayé de faire les analyses, et parce que, comme je l'ai dit, tu ne peux pas aborder surtout un sujet technocratique simplement avec ton opinion. Tout cela, une chose positive que toute cette histoire m'a apporté, avec beaucoup de nuits blanches, c'est qu'en cherchant à voir
quelles propositions nous devions faire à ce sujet, quelles contre-propositions, quelles propositions nous voulions faire nous-mêmes au sein du parti, ou comment justifier nos positions. Il fallait trouver des arguments solides pour soutenir ce que nous disions. C'est là que tu apprends beaucoup de choses et que tu comprends un peu comment ce qui se passe avec toute cette histoire qu'on appelle la zone euro. Pour être honnête, politiquement, Schäuble m'a vraiment énervé, pour le dire très simplement. Mais en réalité, c'est en m'impliquant pour élaborer, pour voir quelle opposition nous pouvions ou devions faire, quelles propositions présenter, que j'ai vraiment été choqué en comprenant ce que fait exactement la zone euro à notre économie, et pas seulement à la nôtre. C'est atroce. Et cela est toujours là, il faut le dire, même si j'ai l'impression que la société grecque commence à en prendre conscience. Ici, donc, on n'a pas encore compris à quel point la situation de la zone euro est atroce pour les possibilités qu'a ce pays d'atteindre un certain niveau de prospérité, d'égalité dans la prospérité, et en fin de compte que tout le monde ait accès à la richesse produite. Et non seulement à la richesse produite, mais aussi à l'égalité devant cette richesse produite. Un exemple très concret. Il est bien connu que la Commission déteste les petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur activité, qu'il s'agisse du secteur primaire, secondaire, tertiaire ou autre. Elle veut la concentration du capital, c'est bien connu, ce n'est pas nouveau. C'est connu depuis 30 ans, désolé. Or, la structure de l'économie grecque repose sur les petites et moyennes entreprises. Que cela plaise ou non, d'accord, avec toutes les particularités que cela peut comporter à d'autres niveaux, mais c'est ainsi que notre économie est structurée. Et toi, tu veux faire ça, disons, la concentration du capital signifie destruction des capitaux, des ressources, des moyens. Et tout cela est prévu, et nous continuons à dire, oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver si nous nous levons et quittons l'Union européenne et la zone euro? Oh là là, oh là là, oh là là. Et la discussion tourne toujours autour de ça, la réaction c'est toujours, mon Dieu, si on sort de ce truc, qu'est-ce qui va nous arriver? Tu te souviens à l'époque où la drachme était inflationniste? Oui. Et tu te dis, mon pote, ce n'est pas ça le problème. C'est parce que ce fichu système politique et les élites économiques étaient soumises et l'inflation n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est un outil. Personne n'est mort à cause de l'inflation. C'est-à-dire que maintenant, je vais regarder quelques aspects techniques, ce que je veux dire de façon plus générale. Ça, c'est un slogan qui passe surtout auprès de ceux qui ne connaissent pas vraiment l'inflation, mais personne n'a jamais rien eu à cause de l'inflation. On peut en souffrir, mais tout cela, ce sont des outils. Ce sont des outils. Oui. L'accélérateur et le frein sont des outils dans une voiture. Si tu appuies sur l'accélérateur au mauvais moment, tu iras tout droit. Si tu appuies sur le frein au mauvais moment, ta voiture va se retourner. Exactement. C'est ça. Si tu as en tête de mener une politique indépendante, de ne pas être soumis et de rester ici pour voir ce que tu vas faire avec tout cela. Je le répète, nous vivons dans un monde capitaliste. Il y aura toujours des pathologies et il y aura toujours des conflits internes à la société, ce qu'on appelle des contradictions de classe. N'est-ce pas? Mais c'est une chose et c'en est une autre que ton économie serve de donneur de sang à une économie plus grande ou à 3-4 économies du centre de la zone euro qui en même temps te maintiennent au sol. Tout ce que nous avons dit à propos de l'AEK et tout ce qui a précédé. Toutes ces réflexions n'ont jamais été menées. Et qu'on t'habitue aussi à l'idée que tu ne dois pas penser à de grandes choses comme la production, n'est-ce pas? C'est que tu dois te limiter au tourisme, considérer que tu fais partie de l'industrie touristique, comme on nous a appris à le dire. Monoculture. Exactement. Et ce que tu attends, c'est la subvention. Quand tu apprends à vivre avec une mentalité de subvention, parce que le grand tour de passe-passe de l'Union européenne pour faire entrer les gens dans ce système, c'était la subvention. Fais ce qu'on te dit et nous te subventionnerons. Pour toute autre chose que tu voudrais faire, non seulement on ne t'aidera pas, mais on te le détruira aussi. Eh bien, on va t'imposer des obstacles. Donc, il y a eu 1 ou 2 générations qui se sont habituées, qui ont grandi avec cette situation, avec la subvention, l'industrie du tourisme et l'économie financière. Ainsi, la notion de production a disparu de l'esprit des Grecs. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un ose parler de production, la réponse qu'il reçoit, c'est « on est des fainéants, c'est pour ça qu'on ne produit rien ». Oui, ou bien une autre absurdité, c'est la chose suivante. Ce que je vous dis maintenant vient de mon expérience personnelle, disons, syndicale et de confrontation politique. Présent à l'époque dans mon environnement de travail, mais nous ne produisons pas de citrons. Les citrons que je trouve, c'est un exemple classique, ils viennent d'Israël ou d'Argentine, par exemple.
Mais enfin, voyons, mes chers amis, les citrons produits ici ont un certain coût, n'est-ce pas? Un coût de base. Nous étions justement en train de sauvegarder cela. Donc, avec le pouvoir d'achat misérable qu'il y a ici en Grèce, il n'est pas avantageux pour le producteur de les vendre en Grèce, parce qu'il devra les vendre quasiment au prix coûtant, voire même parfois en dessous du coût, ce qui fait qu'il commence lui-même à avoir des problèmes. Donc, il va les exporter d'ici. Le déficit de citron, le déficit de n'importe quelle courgette produite ici en Grèce sur le marché. Il faut donc le compenser d'ailleurs, et ainsi, par exemple, tu as des citrons qui sont produits en Grèce, tu les exportes parce qu'ils ont une plus grande valeur ajoutée là-bas, et tu importes pour compenser le produit dont tu as besoin, pour répondre à la demande, en faisant venir d'ailleurs, par exemple, d'Israël ou de n'importe où ailleurs. Cela se produit pour de très nombreux produits, c'est-à-dire que la Grèce peut produire beaucoup de choses. C'est une conversation dont je me souviens maintenant, et j'en ris amèrement. Nous pouvons le faire. Il produisait aussi beaucoup de choses. La Grèce avait une industrie. Et même des industries spécialisées et hautement spécialisées, avec une grande valeur ajoutée. Et maintenant, celles-ci sont devenues presque des accessoires. C'est-à-dire que chaque année, c'est une discussion dont je me souviens aussi lors de séances programmatiques. Chaque année où nous restons dans tout cet espace économique de la zone euro, des capitaux et des moyens de production sont détruits et il faudra ensuite se battre durement pour pouvoir les récupérer, les reconstruire de l'intérieur. C'est-à-dire les subventions. Ce que je remarque à propos des subventions, c'est qu'en réalité, les subventions ne sont que des miettes d'indemnisation par rapport à ce que tu as détruit en tant que moyen de production. Le plus souvent, c'est irréversible. Parce que la manière, le coût et l'effort qu'il faudra pour les reconstruire, il va falloir que tu peines, disons-le ainsi. Il faudra retirer des capitaux ailleurs, disons, des budgets des hôpitaux en tant que gouvernement économique central, pour aller faire des investissements productifs, ce qui signifie que quelqu'un d'autre peut en mourir. C'est-à-dire que cela représente un coût. Donc, ces discussions avaient lieu et en même temps, elles n'avaient pas vraiment lieu. Pendant 2 ans au sein de Syriza, et nous avons avancé comme nous l'avons fait en janvier et février 2015. Voilà. C'est à peu près l'image que je peux vous transmettre. Et une question, Nikos, à ce sujet, puisque tu as mentionné Israël en rapport avec les citrons. Bien sûr, le sujet vous plaît aussi. J'aimerais maintenant te poser une question sur M. Zachariadis et une déclaration qu'il a faite concernant Israël. La déclaration ne contenait pas de citron, mais elle aurait pu en contenir, puisqu'il a parlé de la coopération, disons. Il a parlé d'une coopération générale, de relations diplomatiques avec Israël, et son avis est que, bien qu'il condamne l'attitude d'Israël envers Gaza, il pense néanmoins que, puisque tous les Israéliens ne pensent pas comme Netanyahou, la Grèce ne devrait pas cesser de coopérer avec Israël. Seul Netanyahou dérange ce monsieur. C'est seulement Netanyahou. Apparemment, il faudrait donc compter les têtes, voir combien d'Israéliens s'identifient à Netanyahou et combien non. Et s'il décide que c'est uniquement la guerre de Netanyahou, que lui seul l'amène, qu'il appuie sur les boutons, qu'il tire sur les gâchettes, qu'il pose les explosifs, il est tout seul, partout, omniprésent, et toujours, je paie pour tout. Zachariadis. Donc, Monsieur Zachariadis, indépendamment et de façon générale, il y a une certaine histoire derrière tout cela, et cela a aussi un lien avec une émission précédente que nous avions faite, si vous vous souvenez, sur les Houthis, où ma propre motivation, pour ainsi dire, d'apprendre à connaître les Yéménites, venait d'une justification du gouvernement Syriza de l'époque. À l'époque, les choses étaient telles que Syriza était au gouvernement avec les Grecs indépendants, et nous avons pris la décision, à la demande des Américains, d'envoyer des obus d'artillerie dont les Saoudiens, ou plutôt la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, manquait, cette même coalition qui bombardait, qui imposait la famine, exactement ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe aussi au Yémen. Dans l'ouest du Yémen, là où se trouvait Al-Salah, les Houthis. Eh bien, même à cette époque, Kostas Zachariadis était encore sorti publiquement et avait dit que la guerre ne finirait pas et que nous ne devrions pas envoyer de patriotes ni d'obus. Le 17, combien d'années se sont écoulées? 8. Apparemment, il a cette position depuis cette époque. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit mot à mot? Ça pourrait être ça. Qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, tu vois. Quelqu'un doit prendre la responsabilité. Quelqu'un doit le dire. Quelqu'un. Même si ce n'était pas moi, quelqu'un d'autre l'aurait fait. C'est comme ça. C'est la logique du tueur à gages professionnel.
Mais ce n'est pas une plaisanterie parce qu'en ce moment, on voit des images d'enfants squelettiques en Palestine, des enfants meurent de faim et des bébés perdent du poids et meurent. Cela a donc une certaine importance. Je vais faire une petite lecture. Il y a quelque chose qui précède le mais, qui dit que ce qui se passe à Gaza, c'est la bestialité, l'Afrique, l'évidence, absolument tout. Et là, nous avons l'autre à la question de savoir si Syriza est d'accord avec l'opinion de Koutsoupas et du KKE, selon laquelle la coopération militaire entre la Grèce et Israël doit être interrompue. C'est une bonne proposition. Bravo au KKE. M. Zachariadis a répondu « Nous sommes opposés à la bestialité et à la barbarie du régime, et c'est cela que nous voulons dénoncer. » Les dirigeants qui ont signé ont une position sur les choses qui prend aussi en compte la question de la Turquie et d'Israël. Ici, cela nous expose aussi à un certain danger venant de l'Est, ainsi qu'à la question de la paix dans la région. Cela nous intéresse en politique étrangère et ce sont ces intérêts avec lesquels nous voulons coopérer. Évidemment, tous les gouvernements précédents, y compris le nôtre, ont eu des relations avec Israël. Nous nous intéressons à vous en tant qu'interlocuteur et en tant que partenaire. Mais nous ne pouvons pas fermer les yeux face à la barbarie et à la sauvagerie. Car lorsqu'il y a de la sauvagerie dans ce quartier du monde, il y en aura ailleurs aussi. Les relations qui se sont développées sont profondes, tant par le temps que par le contenu. Tout le monde en Israël n'est pas du côté de Netanyahou. Nous dénonçons l'agressivité barbare telle qu'elle se manifeste actuellement dans la bande de Gaza. Cela ne signifie pas que nous devons annuler une politique étrangère qui a de la profondeur dans le temps et dans le contenu, en montrant ce qu'est son contenu. Vous savez que même dans les grands conflits, il y a toute une série de choses qui ont une profondeur temporelle et de contenu. Et c'est ainsi que je me justifie. Comme il est beau ce mais ainsi, n'est-ce pas? Ça s'adapte partout. Le mais et le fait que le mais précède. Monsieur Zachariadis n'a pas prêté attention au génocide qui a commencé dès la fondation de l'État d'Israël. Le déni, il l'a vu? Oui, exactement. Et tous ceux qui ont suivi la guerre des 6 jours, les expansions, la colonisation de la sienne, de la partie qu'ils ont arrachée à la Jordanie. Tout cela, il ne l'a pas remarqué. Il y a maintenant 700 000 colons là-bas. Dans la région qui était censée devenir un État palestinien indépendant selon les accords d'Oslo, tout cela, il ne l'a pas remarqué. Ils ont conclu l'accord avec cet Israël. Ils l'ont fait. Et maintenant, il nous dit que seul Netanyahou est responsable. Alors quand on voit sur Internet les soldats israéliens eux-mêmes se vanter de faire exploser des écoles, de piller, de frapper les Amalécites, comme ils les appellent, c'est-à-dire qu'ils s'en vantent et donnent même une dimension religieuse au génocide, le justifiant de cette manière. C'est une grande hypocrisie et à mon avis, cet homme-là aura tout oublié dans quelques années. Et il ira déposer des couronnes pour les morts du Hamas, tout comme ceux qui soutenaient l'apartheid déposent aujourd'hui des couronnes pour Mandela. C'est là qu'on en est. Mais moi, ma question, Nikos, c'est à qui exactement s'adresse-t-il quand il fait cette déclaration hypocrite? Croit-il qu'il attire la base de Syriza? Pense-t-il qu'il attire peut-être un futur électeur de Syriza? Qu'il va amener un électeur à Syriza? Ou bien s'adresse-t-il à quelqu'un d'autre? Parce que pour ma part, moi j'ai des doutes. Je ne comprends pas pourquoi, puisque M. Zachariadis est désormais dans l'opposition, il se préoccupe autant de la continuité du gouvernement et du respect de ces choses-là, alors que, d'après la première partie de son interview, s'il considère qu'il y a en ce moment un génocide et que tout cela relève de la barbarie. Il n'a probablement pas utilisé le mot génocide, il a simplement parlé de barbarie, n'est-ce pas? À qui s'adresse-t-il? Qui essaie-t-il d'attirer avec tout cela? Permettez-moi ici de mentionner un détail historique. Il s'adresse à ceux qui, avant même que Syriza ne devienne gouvernement en 2015, avaient envoyé des cadres du parti pour renforcer les relations de la Grèce avec Israël. Probablement Syriza-Israël. Je parle de 2014. Je parle de certains voyages très précis qui ont été effectués en Israël. À l'époque, cela nous avait beaucoup inquiétés et en réalité, ces voyages inauguraient, manifestement à la demande des Américains, l'ambassade avec un A majuscule. En Grèce, quand on parle de l'ambassade, on fait référence à une seule ambassade, pas à celle de Timbuktu en tout cas. Donc, alors que la Grèce
même de façon hypocrite, même seulement sur le plan rhétorique, maintenait une position neutre avec une certaine bienveillance, il faut le souligner, envers en particulier les pays arabes, la Syrie, les Palestiniens, ceux qui ont subi les pires violences ces derniers temps. Avant que nous devenions gouvernement, ce qui évidemment a été commandité, maintenant, mes gars, alors que vous vous apprêtez à prendre le pouvoir pour que nous changions un peu la politique de la Grèce concernant la question palestinienne et les équilibres flexibles au Proche-Orient, ici chez nous, en Orient, dans le bassin méditerranéen, et cela c'est l'œuvre de Syriza. Si je me souviens bien, Madame Dourou s'était rendue là-bas lors de ce voyage. Et là aussi, c'est exclusivement l'œuvre de Syriza. C'est-à-dire qu'avant cela, jusqu'au gouvernement Samaras, on maintenait au moins formellement les apparences de neutralité, avec une certaine bienveillance envers les Palestiniens et, disons, une hostilité, ou du moins une certaine désapprobation envers Israël. À ce moment-là, nous avons complètement inversé la situation. Et cette politique se poursuit. Et ce sont précisément ces questions importantes auxquelles il faut absolument répondre afin que certains cercles influents du Texas américain et du Pentagone américain se sentent pleinement rassurés. Qu'en gros, ici, nous ne bougeons pas, nous sommes là, nous restons présents, nous n'allons rien couper, absolument rien. Après cela, honnêtement, je ne sais pas vraiment vous dire exactement comment cet électeur de Syriza va le ressentir, mais s'ils vont effectivement voter Syriza, est-ce simplement par crainte ou bien par peur que la maudite droite revienne au pouvoir? D'après ce que je comprends de la situation, avec l'évolution du Syriza, c'est désormais devenu une faction d'opposition interne au parti, tout comme moi j'étais dans l'opposition interne là où j'étais, au sein de Syriza. À partir du moment où c'est un parti qui existe en Grèce, eh bien, c'est juste une différence de formulation. On met tout sur le dos de Netanyahou. Il n'y a pas d'élite derrière, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de décisions collectives israéliennes. Il n'y a rien du tout. Regarde, comme à un moment donné pour l'Allemagne. Il n'y a pas de colons qui vont brûler des camions d'aide humanitaire, qui tirent, qui harcèlent. C'est seulement Netanyahou qui fait tout. C'est une seule personne. Zelensky va tout faire aussi. Ça aussi, c'est pareil là-bas. Tout, c'est Zelensky, les gars. Tout. Quel bandériste. Mais non, c'est Zelensky. C'est juste qu'ils ne l'avaient pas cloné. Exactement. On ignore tout le système qui avait été mis en place et préparé depuis plus de 10 ans et on met tout sur lui. Et tu trouves là-bas un bon bouc émissaire, un idiot utile, et tu lui fais porter tout le fardeau. Alors, Costas, un petit commentaire, puisque des citrons israéliens, vous êtes passés à Israël et à Zachariadis, et puisque Nikos a mentionné Tombouctou, qui se trouve au Mali, permets-moi de faire aussi une petite remarque. Bien sûr, c'est justement ce que je proposais à l'instant. Fais le lien, car c'est intéressant. Oui, l'historique Tombouctou qui est détruite par les raids des terroristes financés par l'Occident à l'intérieur du Mali. Et le Mali a choisi une autre voie pour faire tout cela, pour agir à partir d'une position bien pire, un pays dans une situation bien plus défavorable que la Grèce, c'est-à-dire enclavé, sans accès à la mer, avec une monnaie étrangère totalement contrôlée par la France, le franc colonial. Avec un contrôle nul, ni sur leur marché financier, ni sur leur commerce, rien du tout. Et malgré tout, ils ont osé franchir le pas et ont commencé par la sécurité. Et bien sûr, il y a eu aussi une guerre civile qui a éclaté à nouveau après la destruction de la Libye. Cette guerre avec les terroristes importés qui sont venus pour maintenir le pays sous contrôle, ils ont commencé par la sécurité, ils ont commencé en expulsant la base. La Grèce est un pays qui possède des bases étrangères et qui vit avec un pistolet sur la tempe. C'est-à-dire, pour entreprendre toutes ces actions dont nous parlons, l'une entraînant l'autre, l'annulation de la dette, le fait de la descendre, comme l'a dit Nikos. Donc, sortie de l'euro. Donc, l'un entraîne l'autre. Comme Nikos le disait tout à l'heure, il faut faire quelque chose. Il faut réfléchir à ce que tu feras quand on te coupera du SWIFT. Tu dois penser à ce que tu feras quand ils arrêteront de te fournir des armes, parce que tes armes viennent de l'OTAN. Tout cela, c'est une seule et même chose que l'on appelle indépendance nationale. Tu dois les faire, avoir un plan, tout faire en même temps,
Et c'est là que portait ma critique, aussi bien envers Syriza qu'envers d'autres partis anti-mémorandum comme les PAM de M. Kazakis, à savoir qu'il n'y avait aucune prévision pour tout cela et, au contraire, il y avait des voix au sein de l'EPAM, par exemple, qui disaient qu'ils allaient le faire. M. Kazakis lui-même disait qu'en quelques jours, en 10 à 30 jours, il aurait un programme et il ne considérait que l'aspect économique, sans prendre en compte toute cette expérience accumulée des pays du Sud global. Que se passe-t-il lorsque l'on entreprend de telles actions ? Comment répondent-ils? Comment te frappent-ils? Aujourd'hui, je regardais la réponse donnée par M. Julius Malema, des Economic Freedom Fighters en Afrique du Sud. Dans tout cela, dans ce théâtre politique qui s'est joué là-bas, à la Maison-Blanche, avec le président Ramaphosa, venu d'Afrique du Sud, qui s'est rendu sur place pour cette occasion. Pourquoi? En effet, pour expliquer à M. Trump qu'il n'y a pas de génocide en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que M. Trump a exclu tout le monde du statut de réfugié. Il a fermé la porte à de vrais réfugiés. Et, pour ses propres raisons politiques, il a soudainement découvert qu'il y a un génocide en Afrique du Sud. Contre les Blancs, je suppose. Oui, bien sûr, évidemment. Oui. Et donc, une trentaine de personnes se sont rassemblées, qui, comme le dénonce très justement Malema, ne sont pas des propriétaires terriens, car aucune ferme n'a été vidée pour qu'ils puissent l'occuper, puisque la terre n'est pas cultivée. C'est ce qu'a dit Malema. Si une ferme a été vidée, allons l'occuper. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de génocide parce qu'il y a de la criminalité. Mais qu'attends-tu quand tu as 40% de chômage des bidonvilles et que 70% des terres appartiennent à 5% de la population? Et cela a toujours existé, n'est-ce pas? Et cela a toujours existé. Et cela a toujours existé. Et cette terre a été arrachée. Mais il a dit quelque chose de très important, car c'est de là que je suis parti pour dire tout cela. Et pour ne pas entrer dans plus de détails sur ce sujet, que je devrais développer séparément à un autre moment. Il a dit ceci. Nous devons nous attendre à ce qui est évident, dit-il. La première chose qui arrivera, dit-il, oui, il y aura des morts. Il y en a qui seront formés comme snipers. Il se passera ce qui s'est passé en Ukraine avec les snipers. Il pourrait y avoir une révolution orange. Il y aura des émeutes. Deuxièmement, ils vont nous couper du SWIFT, comme ils l'ont fait avec le Zimbabwe. Troisièmement, ils vont nous faire une guerre commerciale et un blocus. Ils vont nous le faire. Nous savons tout cela, dit-il. Nous sommes prêts. Quiconque pense que cela n'arrivera pas sabote l'objectif, qu'il aille ailleurs. Il faut le savoir à l'avance, utiliser l'expérience historique et se préparer, comme Syriza aurait dû se préparer s'il avait voulu les réaliser. Ce sont donc les leçons que la Grèce doit tirer du Sud global. Parce que la Grèce est un autre pays du Sud global, même si elle ne s'en rend pas compte, elle a une dette énorme. 600 milliards, 500 milliards. Combien est-ce? Presque la moitié de tout un continent africain. La dette d'Haïti était bien plus faible, autour de 20 milliards. Et pourtant, elle continue de croire qu'elle est différente. C'est ça qui m'exaspère. Au-delà de tout le reste, bien sûr. Toute cette scène inacceptable où Netanyahou va devoir s'excuser, expliquer à Trump qui en ce moment commet un génocide à Gaza, pourquoi avec des bombes américaines. S'excuser, oui, s'excuser, et lui assurer qu'il ne commet pas lui-même un génocide contre les peuples autochtones là-bas. Exactement. Au moment même où, en ce moment, les bombes américaines tuent à Gaza, les États-Unis bloquent toute décision contre Israël. Les États-Unis offrent une couverture diplomatique totale et participent aussi à la mascarade en prétendant qu'une aide humanitaire entre à Gaza. Ils ont mis, je crois, 5 camions dont l'un était rempli de linceul. C'est une véritable mascarade alors qu'il en faudrait 500 par jour pour répondre aux besoins. Les hôpitaux sont bombardés, ce qui reste fonctionne sans médicaments, avec le strict minimum, des opérations sans anesthésie, il n'y a pas de médicaments, on meurt parce qu'il manque de l'insuline, et maintenant on meurt même parce qu'il manque de la nourriture. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de produits laitiers. Il te manque ta maison, il te manque tout, il ne reste plus rien. Ils appliquent le plan qu'ils avaient mis en œuvre au Yémen. Oui, exactement. Et Israël applique cela aussi en ce moment, c'est-à-dire qu'ils ont imposé des milliers et des milliers de sanctions, un blocus comme ce qui a été fait à la Russie. Disons, oui, elle a envahi un État indépendant, admettons cela sans discuter, d'accord? Personnellement, je ne le ressens pas exactement comme ça. Et les sanctions du siècle ont été imposées. Exclusion des événements artistiques, sportifs, manifestations, activités. Les Russes eux-mêmes l'admettent,
désormais, et même les Occidentaux mènent la guerre avec des gants de velours, c'est-à-dire à peine, presque, ils cherchent. En essayant justement, et cela a un coût. C'est bien le cas. Et ce gant de velours a un coût pour l'Occident. Eux-mêmes, disons, prennent des risques quant à la manière dont ils vont procéder. Ils n'ont pratiquement pas bombardé Kiev de manière intensive. D'accord, c'est aussi leur propre ville d'une certaine manière, et ils en ont pitié parce que c'est leur propre culture, et ils ne veulent pas la réduire en ruine. Mais ils pourraient le faire s'ils étaient vraiment aussi mauvais. Et moi, juste avant que nous nous connections, je regardais une vidéo d'Al Jazeera, qui n'est pourtant pas le média le plus favorable au Hamas, montrant comment ils ont rasé une ville de 13 000 habitants, une localité en Cisjordanie. Ils l'ont rasée, ils l'ont mise à terre. C'est comme si, comment était Hiroshima après la bombe nucléaire, après l'explosion nucléaire? Eh bien, et Israël dit non, non, oui, maintenant on va faire comme ça, on va mettre une sanction ici, un petit quelque chose là-bas. Ne gâchons pas les relations, comme dit aussi M. Zachariadis. Ce ne sont pas tous, ils ne sont pas tous pareils, ni les mêmes. Tu te demandes maintenant qu'est-ce que c'est? Les athlètes russes, les Israéliens ne sont bien sûr pas tous pareils, alors que les athlètes russes, les footballeurs russes qui ont été exclus, toutes les équipes des coupes, c'est-à-dire tous les Russes participants sont tous avec Poutine, ils sont tous extrémistes, ils sont tous des génocidaires. Clonage de Poutine. Tu comprends, c'est comme ça, exactement. En fait, ils sont tous fondamentalement des clones de Poutine. Je voulais ajouter quelque chose ici. Un détail historique en rapport avec ce qui précède, mais qui a aussi un lien avec la Russie. À un moment donné, la Russie nous avait proposé, en tant que pays, un projet de gazoduc appelé gazoduc de gaz naturel. Je dis cela personnellement, c'était en quelque sorte un moyen de financement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les Russes voulaient essentiellement nous donner une sorte de bourse, si nous en avions besoin, et peut-être tester quelque chose, je ne sais pas, car beaucoup de choses se sont passées depuis. Je ne l'aurais pas dit à l'époque. Je commence à le dire maintenant, avec tout ce qui s'est passé entre-temps. C'est bien en 2015, n'est-ce pas? Odessa vient d'être construite. Les Russes venaient tout juste de prendre la Crimée et le Donbass venait à peine de commencer, ce que vous voyez encore aujourd'hui. Les conclusions, qui sont interprétatives et peuvent être erronées, personnellement, étaient que les Russes ont réalisé à ce moment-là qu'ils pouvaient finir par entrer en guerre et ont essayé de trouver des pays faisant partie du centre de pouvoir occidental pour voir comment ils pouvaient y exercer une grande influence. Et dans ce schéma, il y avait le fameux gazoduc qui, pourquoi nous intéresse-t-il? C'est que pour un gazoduc inexistant qui devait transporter un gaz inexistant, il nous donnait à l'avance 5 milliards d'euros, si je me souviens bien du chiffre. C'est-à-dire une bourse pour que, si tu veux t'en aller mon grand, prends ici une avance. Et fais-le. Et on voyait aussi un accès à la banque des BRICS de l'époque, etc., etc. À l'époque, cela a-t-il semblé ridicule ou pas sérieux de la part des Russes, ou bien qu'est-ce qu'ils voulaient faire ici? Mais quand tu regardes les faits rétrospectivement, comment ils ont évolué, moi du moins, d'un point de vue interprétatif, je dis, je ne sais pas, chacun peut faire sa propre interprétation. Il se peut qu'à ce moment-là, nous ayons perdu une très bonne occasion de partir, d'acquérir une part de notre indépendance nationale à des conditions assez attractives, ce qui aurait pu, compte tenu de la façon dont la situation a évolué actuellement dans la région élargie et dans le monde, nous amener dans une certaine mesure, si nous avions eu aussi un chef politique sérieux, bien sûr, à la place de la Turquie qui joue sur tous les tableaux, sans rien donner de significatif à personne. Je voudrais clarifier quelque chose ici. Personnellement, j'ai de la sympathie pour la Russie. J'ai beaucoup d'affection pour la culture russe pour de nombreuses raisons, mais en aucun cas, en tant que personne engagée politiquement, je ne pense qu'il faille quitter un patron pour aller en chercher un autre, aussi accommodant qu'il puisse paraître à mes yeux. Je ne le dis donc pas dans ces termes. Je ne pense pas que je dise cela au public, c'est plutôt destiné aux spectateurs. Je ne le dis pas dans une logique extrême. C'est un autre sujet d'ailleurs. Non, il n'est pas question de cela, Nikos. Tout simplement, c'est quelque chose, c'est un slogan qui, je crois, vient de ceux qui sont en faveur de l'Union européenne et parce qu'ils ne veulent entendre aucun autre avis, ils te disent, par exemple, que d'accord, quand je veux partir, je ne veux pas quitter un patron pour aller chez un autre. Mais cela, seul quelqu'un qui accepte finalement d'avoir un patron peut le dire. Qu'il a un patron. Exactement. Voilà.
Donc c'est quelqu'un qui l'a accepté, qui s'y est résigné. On ne parle pas avec cette personne. Nous ne voulons pas de patron. Nous voulons nous libérer du patron et collaborer. Nous parlons de collaboration parce qu'ici, nous proposons ouvertement les BRICS. Donc nous parlons de collaboration, nous ne parlons pas de patron. Quiconque, dès le départ, a dans sa tête et est lié à l'idée qu'il doit toujours avoir un patron. Ça, c'est l'affaire de quelqu'un d'autre. Nous ne disons pas cela, et toi non plus. Bien sûr, tu ne l'affirmes pas. Je dis simplement que je me demande si nous avions commencé à l'époque ce type de collaboration stratégique et pratique avec la Russie, est-ce que les choses auraient été meilleures pour nous? C'est l'un des grands « si » qui me tourmente. Je pense que même si nous commencions maintenant, je crois qu'en très peu de temps, les choses iraient mieux. De toute façon, Costas, je sais que tu es pressé de conclure. Je vais juste dire quelque chose très rapidement. non, je ne suis pas pressé de conclure, mais nous avons déjà pris beaucoup de temps. Nous avons dépassé la limite, donc ça devient fatigant. Un commentaire très rapide. Maintenant, les gouvernements européens se précipitent paniqués à Pékin, cherchant un accord commercial et se demandant ce qui va se passer. Parce que nous avons cette absurdité. La guerre économique menée contre l'Europe par Trump et en même temps, dans l'épisode précédent, l'Europe avait lancé, sur ordre des Américains, une guerre économique contre la Chine. Et la question est de savoir si les tarifs que l'Europe a imposés sur les panneaux solaires chinois et tout le reste vont rester en place. À mon avis, ils finiront par tomber à un moment donné, mais il y a un rapprochement avec les BRICS. Simplement, ce rapprochement vient du grand capital, il vient d'en haut, et il serait souhaitable qu'il vienne aussi d'en bas des peuples, c'est-à-dire utiliser l'exemple des BRICS, comme nous en parlions il y a 2 ans, lorsque nous avons commencé à évoquer cette histoire, comme un catalyseur aussi pour des changements sociaux. Mais tu ne l'utilises pas de cette manière. Malgré tout, il nous reste la grande victoire de la Russie et je pense que même si nous sommes du mauvais côté, nous en sortons gagnants. Parce que c'est une victoire contre l'occupant de la Grèce, contre l'empire qui occupe la Grèce. C'est une victoire. Le problème, c'est que la Grèce elle-même, en ce moment, ne veut pas la voir comme une victoire, l'État grec. Dois-je parler avec les mots de Zachariadis? Tous les Grecs ne sont pas ainsi, mais l'essentiel est là. Mais nous avons Mitsotakis, et c'est lui qui décide pour nous, même pour ceux qui ne sont pas avec lui. Donc le résultat est le même, malheureusement. Ce ne sont pas les intérêts de Mitsotakis, mais ce sont nos propres intérêts à long terme. Oui, bien sûr. La libération de la Grèce passe par-dessus la peau de l'Empire américain et de l'Empire européen, ou du moins de celui qui aspire à le devenir, avec la Commission européenne que personne n'élit, comme Nikos nous le disait tout à l'heure. Permettez-moi de dire ici quelque chose de personnellement optimiste. C'est une estimation, elle peut aussi s'avérer fausse. Moi aussi, j'ai parlé avec optimisme Costas, hein, Nikos. J'ai le sentiment que notre société est en avance sur ses dirigeants. C'est-à-dire, ce que tu as demandé tout à l'heure, Zachariadis ne s'adresse jamais nulle part ailleurs, à part, à l'ambassade. Un clin d'œil à l'ambassade. Oui, c'est ça. Il n'a même pas d'ancrage partisan nulle part. Il y a donc une photo qui vaut vraiment la peine d'être retrouvée. Une photo récente où l'on voit quelqu'un, il est probable que ce soit en Cisjordanie et non à Gaza. C'est un marchand de fruits et légumes avec des pastèques, et la pastèque fait directement référence à l'Assemblée palestinienne. C'est un colon israélien essentiellement, probablement armé. C'est celui qui lance des gaz lacrymogènes, mais il le tient à 1 mètre de son visage. Littéralement, l'autre le vise, il l'a devant lui, il le fait exploser en plein visage et il fume tranquillement sa cigarette sans être perturbé. Personnellement, cela me dit 2 choses. Premièrement, même si en ce moment les choses semblent montrer qu'Israël est tout puissant, des peuples qui en sont arrivés là, des personnes qui composent des peuples qui ont atteint ce point, parce que si tu prends une grenade lacrymogène à 1 mètre, ça t'envoie valser, tu ne meurs pas. Ce n'est peut-être pas une arme létale au sens strict comme une balle, mais si tu la prends dans la tête, c'est fini pour toi. Et les Israéliens ne nous ont pas montré de retenue, l'autre en est arrivé à un point où ce n'est plus de l'apathie. C'est juste que ça ne m'intéresse plus, vas-y, tue-moi. Nous, ici, on en est au point où il fume sa cigarette. Ce peuple palestinien, ils ne pourront jamais le vaincre, parce qu'en réalité,
sa conscience a dépassé toute arme, toute forme de violence physique que les forces d'occupation israéliennes pourraient exercer. C'est ça. C'est la première leçon. Et l'autre point que je trouve également porteur d'espoir, c'est que j'ai le sentiment que petit à petit, notre société commence à comprendre qu'elle veut la liberté et qu'elle ne se laisse plus acheter avec des miroirs et des colifichets, et elle commence à discuter très sérieusement parce qu'elle perçoit autre chose. Elle voit que si cette situation continue, nous finirons par mourir en tant que société de toute façon. Donc, il est probable, j'estime, que petit à petit, des conditions mûrissent où la société elle-même exigera désormais que des changements aient lieu. Nous verrons bien cela en tout cas. Je l'espère. Moi aussi, je suis optimiste. Je ne le cache pas. C'est certain. Oui, il n'y a pas de gens stupides. Je crois que les sociétés comprennent ce qui se passe. Simplement, au début, la première impression est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Entre comprendre que quelque chose ne va pas et savoir ce qu'il faut faire, il y a une certaine distance et c'est là que les temps de compréhension diffèrent d'une personne à l'autre. Évidemment, regarde les 15 années que la Grèce impuissante a passées sous les mémorandums et tout ce qu'elle a enduré, ce n'est pas rien. Autrement dit, est-ce une mauvaise chose que nous parlions en ce moment du début et que nous disions que maintenant cela va commencer petit à petit? Il est déjà trop tard. Mais que pouvons-nous faire? D'accord, il y a aussi un système derrière tout cela qui lutte avec toutes ses armes et tous ses moyens pour obtenir le résultat opposé afin que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Donc évidemment, ce n'est pas facile. Eh bien, je voudrais vous remercier. Costas, laisse-moi juste une minute pour dire 5 choses optimistes. Doumbouya, en Guinée, le dictateur, a expulsé 44 entreprises. Il leur a retiré les concessions minières. Il leur a retiré les licences. Socialisation, violence, dictateur. En effet, les Sénégalais ont été visités. Djong du Sénégal a rendu visite au Burkina Faso pour inaugurer ensemble le monument de Thomas Sankara. Et finalement, ils ont conclu d'importants accords. Une démocratie va reconnaître le Burkina Faso, et c'est peut-être le prochain pays qui va y entrer. Cela montre clairement qu'elle reconnaît le régime. Beaucoup de choses se passent. En Namibie, on découvre du pétrole. La présidente déclare que cela nous appartient et qu'aucune entreprise étrangère ne peut le prendre. C'est de la compétence du président qui conclut un accord avec le Botswana pour construire ensemble des raffineries afin d'exploiter cette ressource. Toute l'Afrique est en effervescence et observe l'exemple de l'Alliance des pays du Sahel. Et nous devons regarder ces exemples de pays qui ont osé, qui font des choses concrètes, et non ceux des petits partis socialistes, soi-disant européens, qui sont en réalité conservateurs, qui gèrent essentiellement l'opinion publique et ne font que jouer la comédie de la révolution sans apporter un véritable changement menant à l'indépendance nationale. C'est ce que je voulais dire. Des choses importantes se passent. Il suffit de les regarder, à condition de diriger notre attention là-bas. Il suffit de vouloir les voir. Oui, vouloir les voir et ne pas les considérer comme quelque chose de trop éloigné de notre propre situation. Ne pas penser que c'est quelque chose d'autre. C'est juste à côté et en fait c'est exactement ce que tu dis. C'est juste à côté et nous faisons aussi partie du même club. Exactement. Nous sommes exactement là. Je dois regarder. C'est pour ça que je dis, si nous le voulons. Parce que si nous tenons absolument à classer notre pays en Europe et à ce que l'on nous considère à tout prix comme des Européens, même en tant que derniers de la classe, ou comme des agents subalternes, la vérité est que nous appartenons au Sud global et que nous avons bien plus de points communs avec l'Afrique et avec les pays que tu as mentionnés. Je suis tout à fait d'accord. Oui, oui. Eh bien, je tiens à vous remercier tous les deux énormément. Merci. Nikos, intéressante. Moi, pour l'accueil, Merci, Nikos. très différent. J'espère avoir éclairci certains points, certains détails sur la façon dont nous avons finalement abouti à la volte-face et au 3e mémorandum. Tu as éclairci les choses. Je pense que tu nous as éclairés, et je crois aussi que ceux qui nous ont suivis ont été éclairés. Eh bien, nous t'aurons à nouveau ici très bientôt. D'accord. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Portez-vous tous bien. Au revoir. Au revoir.